et immanquablement des Européens qui sont condamnés aujourd'hui à payer et à payer les Américains pour pouvoir fournir de l'armement et soutenir l'Ukraine. Bonjour Régis. Bonjour Salma. Et bonjour chers abonnés d'Omerta. Aujourd'hui, retour sur l'actualité. L'étau se resserre autour des villes de Pokrovsk et Kupiansk, à l'est de l'Ukraine. Quelle est la situation sur le terrain? Alors oui, en effet, c'est une nouvelle qui couve depuis plusieurs jours. La progression des troupes russes est assez significative à l'intérieur de Kupiansk d'abord, qui est assiégé depuis quelques mois, et également Pokrovsk qui est assiégé. C'est des villes qui sont distantes d'à peu près, on va dire, 300 kilomètres. Également, en fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un sac à feu, c'est-à-dire un quasi-encerclement de la ville de Pokrovsk et de la ville de Mirnograd, qui est également la ville jumelle de Pokrovsk. Et ces deux villes, avec quelques milliers de soldats ukrainiens à l'intérieur de cette poche qui défendent encore ces villes, risquent finalement l'encerclement. Les petites unités d'infanterie russes ont pénétré jusque dans le centre-ville de Pokrovsk. Et si cette chute annoncée se concrétise, on va assister avec Pokrovsk à la chute de la plus grande ville d'Ukraine conquise par les Russes depuis 2 ans et demi, depuis la fameuse bataille de Bakhmout. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est que d'un point de vue de la technique militaire, on assiste à nouveau au triomphe de cette technique de conquête mise au point par les Russes, ce que j'ai expliqué, donc de sac à feu, qui consiste non pas à attaquer la ville en frontal, mais à se déployer sur 3 axes, c'est-à-dire depuis l'est, au nord, à chercher à percer au nord, et au sud des villes, de façon à couper les lignes d'approvisionnement des combattants de la ville. Donc à chaque fois, enserrer ces villes, c'était déjà arrivé donc, pour Bakhmout, pour Advivka, pour Soudja également, quand les Ukrainiens avaient fait leur percée sur le territoire russe. Et donc on assiège progressivement et on étouffe ces villes jusqu'à finir par forcer les Ukrainiens, la garnison ukrainienne, à partir ou à se battre jusqu'à la mort ou à être emprisonnés. Et que signifie la chute de Pokrovsk d'un point de vue opérationnel? Alors, d'un point de vue opérationnel, c'est assez significatif parce que juste après, on se retrouve dans un nouvel oblast. On quitte la région du Donbass pour entrer dans l'oblast de Dniepro. Et là, actuellement, les troupes russes se trouvent à peu près 75 km de cette grosse agglomération, également de l'agglomération de Zaporizhzhia. Et donc, on va se retrouver avec un terrain qui va être plus favorable à la Russie que dans l'oblast de Donetsk et de Lugansk dans le Donbass, où le terrain était très accidenté, avec beaucoup de friches industrielles, beaucoup d'industries, beaucoup d'obstacles pour placer des lignes de défense. Là, ce qui se passe, ce qui est plus problématique pour les Ukrainiens, c'est de retrouver des positions de défense, et ça va être très difficile, et ça va être plus facile pour les Russes d'avancer. Donc la course on va dire, la course jusqu'au Dniepr, qui est le fleuve à l'ouest et qui divise en gros l'Ukraine en deux, va commencer à s'accélérer. Les Russes, s'ils conquièrent Pokrovsk et Kupiansk comme c'est prévu, vont sans doute aussi se concentrer pour essayer de faire tomber les derniers bastions ukrainiens du Donbass, que sont les villes de Sloviansk, de Kramatorsk, de Siversk, de Konstantinovka. Il reste environ 5-6 villes qui appartiennent à l'Ukraine dans l'oblast de Donetsk. Et donc les Russes vont se concentrer. Alors ça ne va pas être une partie facile, mais en tout cas, c'est évidemment le signe que les Russes avancent de façon significative sera évidemment la chute de Pokrovsk et de Kupiansk qui se trouvent au nord et au sud de ce dispositif de villes forteresses qui ont été fortifiées depuis 2014. Voilà. Et comment les Américains vont-ils réagir?
Alors, les Américains ne réagissent pas directement, c'est-à-dire que c'est intéressant, ils ont pris une position un petit peu attentiste sur l'évolution du front. On sait que la rencontre Poutine-Trump est ajournée, voire abandonnée pour le moment, sine die, cette rencontre qui devait avoir lieu à Budapest. Il y a eu quelque chose qui a fait réagir Donald Trump, c'est le test du missile oiseau de la tempête par les forces russes, annoncé par Vladimir Poutine, un missile avec propulsion nucléaire qui a parcouru une distance de 14 000 km, donc c'est unique dans l'histoire des armements. Et ça, évidemment, ça fait reparler de la menace nucléaire. Et Donald Trump s'est fendu d'un communiqué ce matin en expliquant que en termes de tête nucléaire, les États-Unis avaient le plus grand nombre. Enfin, voilà. Ça, c'est ce genre d'informations-là, ça fait réagir Donald Trump. Mais pour ce qui est du conflit en Ukraine, il y a une position très attentiste qui consiste principalement à frapper les Russes au portefeuille. On sait que donc ils ont placé des sanctions sur les deux principaux fournisseurs de pétrole russes qui sont Lukoil et Rosneft. Donc essayer de frapper les Russes sur la principale richesse du pays, ces hydrocarbures, parce que dans le même temps, l'économie russe se contracte. L'inflation est là, les taux sont à 17%, ce qui est énorme, la croissance est proche de zéro. Et ce que fait Donald Trump, qui actuellement rencontre Xi Jinping, et essaye de s'arranger avec les Chinois, économiquement, dans le duel planétaire qui existe entre les États-Unis et la Chine, il y a aussi dans l'idée que d'embarquer les Chinois dans le règlement du conflit. C'est-à-dire expliquer aux Chinois d'abord qu'ils doivent moins s'approvisionner en pétrole russe, ça c'est ce qu'essaye de faire Donald Trump, mais aussi limiter l'aide des Chinois en composants électroniques destinés à la guerre des Russes en Ukraine. Les impliquer dans la solution du conflit aussi, de façon à avoir une pression supplémentaire sur Vladimir Poutine pour le forcer à s'asseoir à la table des négociations. Et on peut imaginer que les États-Unis, dans le même temps, feront pression sur les Ukrainiens pour la même chose. Donc tout est fait pour forcer les Russes à la négociation. Mais Trump n'est pas pour autant revenu du côté de Zelensky et des Européens. Il reste attentiste. Moi, j'ai écouté hier les propos de J.D. Vance qui sont très intéressants parce qu'il représente la base trumpiste. C'est le vice-président, c'est le MAGA et peut-être le successeur. Et il expliquait que son pays adoptait actuellement, sur la guerre en Ukraine, une position intermédiaire entre les deux belligérants, comme si chacun attendait de voir ce qui allait se passer, en sachant bien qu'in fine, comme souvent, c'est sur le champ de bataille